Je passe maintenant aux hépatopathies cholestasiantes. On va dire qu'on a beaucoup parlé, et c'est tant mieux, de la chorologie sclérosante primitive. Une très belle cohorte mixte, canadienne et américaine, plus de 2500 patients, avec une survie sans transformation à 20 ans d'environ 50%. La cohorte canadienne était une cohorte de dérivation, la cohorte américaine était une cohorte de validation. Ils ont analysé les trajectoires cliniques en fonction de la biologie et de l'élastographie. Vous avez ici les caractéristiques que je vous laisse regarder, et bien entendu, on regarde toujours attentivement s'il y a une MICI associée ou pas. Et ce qui est assez intéressant, et vous allez comprendre comment ils ont raisonné, ils sont partis de l'événement clinique qui est zéro, et ils sont remontés à ce qui s'est passé avant. Donc, le zéro que vous avez sur ces courbes, c'est le moment où il y a le décès ou la transformation, et on remonte 2, 4, 6, 8, 10 ans avant pour savoir ce qui se passait. Et donc, on regarde d'abord les phosphatases alcalines. Et on voit que, clairement, ceux qui avaient une progression de la maladie avaient des PL supérieurs à 1,5 fois la normale, avec d'ailleurs quelque chose d'assez fluctuant. Ça, c'était sur la cohorte de dérivation. C'était presque plus clair sur la colonne de validation américaine. On voyait qu'elle montait de façon régulière. Donc, première information, peut-être qu'on enfonce une porte ouverte, mais ça va nous servir pour tout. Nos patients avec chorologie sclérosante qui ont des phosphatases supérieures à 1,5 fois la normale, il va falloir qu'on fasse quelque chose, si tant est qu'on ait des outils. Et puis la deuxième, c'est l'élastographie, c'est la même chose. Ceux qui restent toujours à moins de 10 kPa, c'est stable. Ceux qui vont monter progressivement, ça sent pas bon, ils vont arriver à la greffe ou au décès. Et je vous rappelle, à l'issue de ça, combien il est important qu'on continue à inclure dans l'essai qui est piloté par nos collègues de Saint-Antoine, Bézasclair, puisqu'on les met tous sous acide urso avec les résultats qu'on connaît, et qui est en train de savoir si la jonction de bézafibrate va changer l'histoire naturelle. Donc, c'était vraiment très intéressant d'avoir ces deux critères simples pour identifier les patients qui ont une maladie d'évolution sévère. Et puis, quand ils sont transplantés, et ça, c'est la cohorte française qui a été présentée par Florent Vert et qui avait été pilotée par Jérôme Dumortier, qu'est-ce qui se passe après la greffe? Malheureusement, ce n'est pas fini. Il y a un peu plus de 570 patients. Vous voyez que c'est encore des gens jeunes, hein, 40 ans à l'inscription, une majorité d'hommes. Ils ont été suivis pendant plus de 100 mois. L'incidence cumulée de la récidive de cette maladie, c'est pas rien quand même, hein. 16% à 5 ans, 28% à 10 ans, près de plus de 50% à 25 ans. Donc voilà, c'est une maladie et il faut qu'on avertisse nos patients lorsqu'on leur propose la transplantation. C'est une maladie où il y a clairement de la récidive, et il y a des choses qu'il faut avoir en tête. Lorsqu'ils ont une maladie inflammatoire associée, ça augmente le risque de récidive. Lorsqu'on va utiliser la corticothérapie de maintenance, qui n'est probablement pas une bonne idée chez ces patients, ça va là aussi augmenter le risque de récidive. Donc voilà des éléments très simples. Alors il y a plein de discussions aujourd'hui autour de la maladie inflammatoire associée. On voit revenir l'idée du risque de l'évolution cancéreuse de ces MICI en post-greffe, malgré les coloscopies annuelles. On se fait tous avoir par des transformations néoplasiques qui sont souvent de mauvais pronostics. Bon, bref, c'est pas rien de transplanter une chorologie sclérosante primitive. Il faut vraiment avoir ça en tête lorsqu'on prend cette décision. Et puis, la dernière rubrique, on l'a mise en maladie rare du foie. C'est juste pour parler, parce que là encore, on va être appelé, des hépatites qui sont induites par l'immunothérapie des cancers. Il y a eu près d'une dizaine de communications autour de ça, avec quelque chose qui est maintenant assez clair, hein. Quand vous faites deux checkpoint inhibiteurs, des combinaisons, le plus souvent CTLA4, PD-L1, etc., là, vous augmentez le risque d'avoir de l'hépatite. C'est vraiment clair. Et c'est des maladies qui sont pensées être essentiellement cytolytiques, avec un premier réflexe de traiter comme une réaction immunitaire auto-immune, et donc d'utiliser une corticothérapie. Et ça sera intéressant, je ne sais pas si vous en parlerez de la discussion, peut-être beaucoup d'entre nous, ou certains d'entre nous, ont la corticothérapie facile. Ça, c'est la présentation d'une RCP qui est coordonnée par Lucie Meunier avec les collègues de médecine interne dans notre hôpital. Plus de 470 patients présentés à cette RCP, 67 avec des cas d'hépatite, il y en a 59 qui étaient inclus. Et voilà ce qui se passe quand on fait des biopsies, hein. Il y avait des cholestatiques, il y avait des cytolytiques, mais il y avait pas mal de cholestatiques. Voilà les traitements qui ont été proposés. Et vous voyez apparaître l'acide urso-désoxycholique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est sûrement le message de cette étude, je pense qu'il faut biopsier les patients qui font une réaction hépatitique, quelle qu'elle soit, post-immunothérapie. Bien sûr que sur les hépatites cytolytiques, les traitements immunosuppresseurs de première intention vont être utilisés, c'est les corticostéroïdes clairement en première intention.
Est-ce qu'on en a vraiment besoin dans les formes cholestatiques ou est-ce qu'on pourrait imaginer de l'acide urso seul ou combiné à des plus petites formes d'AUDC? La question qui va se poser, c'est le rechallenge. Nos collègues dermatologues, par exemple, nous ont appris que l'immunothérapie a tellement changé l'histoire naturelle du mélanome multimétastatique. Ils ont dit, débrouille-toi avec ton hépatite, mais nous, on n'arrêtera pas, parce qu'on est en train de le sortir, cette femme jeune de 40 ans, d'une maladie qui allait la tuer dans les 6 mois. Donc, à nous de nous adapter. Et vous voyez que quand on fait des rechallenges, la récidive n'est pas constante. Donc, voilà, c'est un champ qui est vraiment ouvert. Quelques études, quelques équipes commencent à travailler sur ce sujet, et ça me paraît très, très important pour tous les hépatologues français, puisque, vous le savez, les immunothérapies sont maintenant extrêmement prescrites en cancérologie. Et voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Georges. Vraiment, c'était tout à fait impressionnant. Bon, je pense qu'il y a un certain nombre de questions, à la fois d'ailleurs à Georges et à Victor, qui n'a pas eu la chance d'avoir les questions. Juste, Victor, le commentaire sur les difficultés des tests non invasifs donc lorsqu'il y a un diabète. Je pense que c'est vraiment important de le rappeler, notamment dans la cohorte Quid-Nash, où il y avait systématiquement des biopsies en plus de l'ensemble des tests non invasifs que tu as évoqués. Il y avait vraiment un risque élevé de faux positifs et de faux négatifs, c'était 25% et 15%. Et ça peut paraître assez agressif, mais je me demande quand même si ces patients diabétiques avec une stéatose qui ont des anomalies biologiques hépatiques, mais souvent relativement modestes, la recommandation, comme Georges vient de le faire pour les checkpoint inhibiteurs, c'est pas de faire quand même au départ, vu qu'on va partir pour des années, une biopsie hépatique d'évaluation pour savoir réellement où les patients en sont. Oui, alors nous, on a chacun, je pense, mis en place un dépistage chez les diabétiques. Nous, on a mis en place une voie prioritaire pour qu'ils bénéficient d'un fibroscan et d'un bilan sanguin complet. Et effectivement, on est assez biopsie hépatique, mais pas à tous les patients. Tu vois, on ne peut pas faire de biopsie à tous les patients diabétiques de type 2. Donc, on a une voie prioritaire. Après, il reste à en parler beaucoup autour de nous parce qu'on le sait tous, 80% des patients diabétiques en France ne se voient jamais de diabétologue. C'est simplement leur généraliste. Et c'est ça qui m'inquiète. Moi, je voudrais plutôt m'occuper de ces 80%. Alors, Victor, il y a toujours une question pour l'étude Resmeritum que tu as présentée sur la perte pondérale. Était-elle similaire entre les groupes de l'étude? Alors, remestemcel-L, ce n'est pas un médicament qui fait maigrir. C'est vraiment un médicament qui agit vraiment sur le métabolisme lipidique. Et donc, en fait, dans cette étude, il y en a qui ont pris du poids, il y en a qui ont maigri. Il y a un peu des deux. Et la perte de poids n'était pas très importante de toute façon chez ceux qui ont perdu du poids. Donc, en fait, pour cette étude, le poids n'a pas d'impact. Ok, merci Victor. Et donc, il y avait une question supplémentaire qui a été posée par le Dr Michel sur l'hépatite aiguë chez les enfants du nouveau sur l'origine, virale ou pas. Alors, il n'y a pas eu de présentation à ce congrès sur typiquement le problème des hépatites aiguës chez l'enfant, du moins pas qu'on ait retenu dans le diaporama. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la cellule d'alerte qui a été mise en place par Santé publique France, le nombre de cas qui sont remontés en France reste tout à fait limité pour l'instant. Et il y a un rôle qui a été retrouvé de l'adénovirus dans certaines hépatites, mais on reste de toute façon sur un nombre d'hépatites qui est tout à fait limité et on n'a pas du tout observé pour l'instant en France ce qui a été observé chez nos amis britanniques ou dans l'expérience américaine. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent intervenir sur ce sujet des hépatites aiguës. En fait, la plupart des hépatites qui ont été identifiées en France ont été identifiées avec des causes reconnues là pour l'instant. On n'a pas observé d'augmentation d'incidence des hépatites sévères ou nécessitant une transplantation à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est toujours quelque chose qui est surveillé attentivement par Santé publique France. J'avais juste un commentaire sur la présentation des complications, notamment donc hépatiques, hépatite aiguë, maladie vasculaire, hépatite auto-immune ou autre associée à la vaccination anti-Covid. C'est que on se pose toujours la question de la causalité de la vaccination ou d'un lien simplement chronologique, vu qu'il y a eu 50 millions évidemment de vaccins qui ont été réalisés. Donc quand on observe 20 cas de Budd-Chiari, ça pose vraiment la question d'une causalité ou non, même si très clairement il y a des cas de myocardite ou autres qui ont été rapportés notamment avec l'AstraZeneca. Et je dis ça parce que vous avez les uns et les autres un certain nombre de responsabilités publiques. Ce serait vraiment important d'avoir les données SNDS justement sur ce type de pathologie
on va dire, à partir de janvier 2021 et de la mise en place de la vaccination par rapport à l'année précédente sur ces événements qui sont quand même des événements pas très fréquents et relativement faciles à renseigner. Et je pense qu'on pourrait avoir comme ça indirectement une information sur une éventuelle causalité. Ça sera les résultats qu'on aura en 2023, puisqu'il faut 1 an pour que les données SNDS soient consolidées afin qu'on puisse les exploiter. Ah oui, mais c'est absolument Mais indispensable. c'est indispensable de le faire. En tout cas, donc, merci à tous. Merci aux rédacteurs, orateurs. Vous avez été brillants. Vous avez fait une sélection parfaite. Et je pense que tout le monde a été très, très attentif à ces présentations. Donc, une EASL qui a été relativement riche. C'était la première fois depuis 3 ans que la communauté pathologique se retrouvait. C'était un événement un peu intéressant parce qu'on a vécu beaucoup de webinaires depuis 3 ans et c'était la première fois qu'on avait vraiment une retrouvaille entre la communauté au niveau international, puisque vous savez qu'en France, nous, on a maintenu nos congrès malgré le Covid, du fait de notre temporalité de congrès, et que donc on avait maintenu ce contact et ce lien charnel. Donc merci à tous.